Bonjour, voici la suite du théorème de Gauss, chapitre 3. Donc nous allons voir un deuxième exemple maintenant, c'est l'exemple du cylindre. Alors, il s'agit d'un cylindre indéfini qui est représenté sur la figure à droite. Il est chargé avec une densité uniforme, cette fois-ci une densité volumique. La dernière fois, c'était une densité surfacique avec la sphère. Donc une densité ρ uniforme, on va supposer qu'elle est positive. Comme d'habitude, c'est simplement pour pouvoir tracer les sens des vecteurs champs. Voilà, et on nous demande de déterminer le champ en un point quelconque. Voilà, cette fois-ci, on ne va pas faire le potentiel, mais ça ne pose aucun problème, hein. On a vu la méthode. Connaissant E, on utilise la relation E égale moins gradient V pour en déduire V. Seulement, ici, si jamais un jour vous voulez déterminer le potentiel V, et pour déterminer la constante, vous vous rappelez, on ne pourra pas prendre V égale 0 à l'infini. Parce que maintenant, il y a des charges à l'infini. Hein, ce cylindre, il est infini. Il faudra prendre V égale 0 ailleurs. Bon, mais pour le moment, on s'intéresse donc au champ électrique. C'est ça qu'on va avoir. Pour le calculer, voilà, en un point M, on va considérer deux éléments de volume symétriques par rapport à OM, donc des taux 1 et des taux 2, qui portent respectivement les charges infinitésimales dQ1 et dQ2. Ces charges créent des champs DE1 et DE2 qui sont eux-mêmes symétriques par OM, et la somme des deux, par symétrie, va être portée par OM. D'accord? Donc DE1 plus DE2 est porté par OM. Et ça, on peut dire la même chose pour n'importe quel couple de charges qui sont symétriques par rapport à OM, ce qui fait que, en conclusion, le champ total créé par cette distribution sera porté par OM. Voilà, c'est le champ total, et il est porté par la demi-droite OM. Et ce résultat-là, en fait, on aurait pu le dire en utilisant les plans de symétrie. Donc regardez, le plan qui est perpendiculaire à l'axe est un plan de symétrie, puisque le symétrique de la moitié inférieure, c'est la moitié supérieure. Okay. Et aussi, le plan qui est perpendiculaire à celui-ci et qui passe par l'axe OZ, qui contient l'axe OZ, est le point M. Hein, ça, c'est aussi, ce plan qu'on appelle P', c'est aussi un plan de symétrie. Maintenant, vous savez que si un point M appartient à un plan de symétrie, le champ en ce point-là, il est contenu dans ce plan. Ça veut dire ici que le champ point M, il est contenu à la fois dans le plan P et dans le plan P'. C'est-à-dire, il est dirigé selon l'intersection de ces deux plans, et cette intersection, c'est la droite OM. Voilà. Donc on retrouve que le champ est porté par OM. Encore une chose, je vous fais remarquer rapidement, il y a des personnes qui me disent oui, mais il y a d'autres plans de symétrie. D'ailleurs, n'importe quel plan contenant l'axe Z est un plan de symétrie pour la distribution. C'est vrai, mais moi ce qui m'intéresse, c'est les plans qui passent par M, sinon ils n'ont aucun intérêt pour moi. Donc les plans de symétrie passant par M sont ceux dont on vient de parler, P et P'. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'on va dire? Oui, voilà, comme le champ est porté par OM, donc les lignes de champ sont radiales. Comme vous voyez, radial, c'est-à-dire le champ est porté par OM, comme vous voyez ici, OM qui est là. Alors, c'est une représentation dans l'espace. Vous voyez que cette droite OM, en fait, elle est perpendiculaire à OZ. D'accord? C'est perpendiculaire. Bon. Alors maintenant, on va dire encore autre chose, ça concerne la valeur de E, la valeur de ce champ. Eh bien, on va pouvoir dire que le champ E possède une symétrie cylindrique, c'est-à-dire que la distribution de charge est invariante par translation
le long de l'axe Z, ou bien encore par rotation de tout angle phi autour de l'axe Z. C'est-à-dire que la valeur de E ne peut pas dépendre de Z ni de phi. Ça dépend que de R, la distance à l'axe. Et ce qui va nous permettre de dire, c'est ce qu'on a écrit ici en bas, que les lignes de champ sont radiales, ça on l'a déjà dit, mais que le champ est à symétrie cylindrique, c'est-à-dire que mathématiquement, ces deux informations s'écrivent champ EM, vecteur EM égale valeur E de R fois petit e r, le premier vecteur de la base cylindrique. Bien, avec ces informations, eh bien, on va pouvoir choisir une surface fermée qui va nous permettre de calculer facilement le flux électrique. D'accord? Alors, on va choisir une surface où le champ reste constant déjà. Bon, puisque E ne dépend que de R, pour que E soit constant, il faut donc que R soit égal à une constante, ce qui est donc le cas pour la surface latérale d'un cylindre d'axe Z. Mais la surface latérale d'un cylindre, ça ne forme pas une surface fermée. Or, nous avons besoin d'une surface fermée pour appliquer le théorème de Gauss. Donc, on va prendre cette surface latérale et on va la fermer par les deux bases, qu'on va appeler S1 et S2, comme on va le voir sur une figure prochaine. Donc, on a bien une surface fermée, mais en attendant, on va d'abord calculer le flux à travers cette surface fermée. Donc, le flux, si vous voulez, la surface, on la décompose en trois. S1, S2, S latéral. Donc le flux total va être le flux à travers chacune de ces surfaces. Bon, le flux à travers les surfaces S1 et S2 va être nul. Pourquoi? Parce que la normale, que ce soit à S1 ou à S2, c'est la perpendiculaire, c'est donc orienté selon OZ, alors que le champ, lui, il est porté par OM. Donc, le champ est perpendiculaire à DS, et ce qui fait que les flux à travers S1 et S2 sont nuls. Le flux maintenant à travers la surface latérale, donc c'est l'intégrale sur la surface latérale de E scalaire ds latéral. Mais ds latéral et E, on va le voir aussi sur la figure suivante, ils sont tous les deux collinaires. Donc, ça sera en fait l'intégrale du produit EDS. Mais E, il est constant sur DS latéral, sur la S latérale. Donc on le sort de l'intégrale et il reste donc l'intégrale de DS, l'intégrale DS latéral c'est S latéral. Et donc il nous reste que le flux à travers la surface latérale, c'est le champ E, qui est une constante en tout point de la surface latérale, fois la surface latérale. C'est-à-dire que ce flux finalement va être égal à 2π RH fois E, la surface latérale d'un cylindre de rayon R de hauteur H, c'est 2π RH, donc 2π RH fois E. Ça, c'est le flux, donc on a pu calculer directement. Maintenant, on va pouvoir appliquer le théorème de Gauss et dire que ce flux, puisque la surface est fermée, d'un autre côté, il est égal à Q intérieur sur epsilon 0. D'où l'égalité de PRH, E égale Q intérieur sur epsilon 0. Et ce qu'il va falloir maintenant, c'est déterminer Q intérieur. Et vous allez voir qu'on va être amené à distinguer deux cas. Soit le point M est à l'extérieur, soit il est à l'intérieur de la distribution chargée. On va commencer en considérant que le point M est à l'extérieur. Bon, cet R petit r est plus grand que R. Alors, la surface de Gauss, je vous rappelle, c'est le cylindre de rayon R et de hauteur H. Bon, H est quelconque. Alors, je vous disais de rayon R qui est plus grand que grand R. Donc, la surface de Gauss, maintenant, elle va contenir le cylindre
enfin tel que vous le voyez sur cette figure qui est là. La surface de Gauss, c'est la surface bleue, et elle a une hauteur h ici, et donc le cylindre passe, le cylindre qui est gris ici, passe à travers, il passe, disons, on va dire, à l'intérieur de la surface de Gauss. Très bien. Alors, la charge qui est à l'intérieur de cette surface de Gauss, vous voyez que c'est la charge qui est en fait comprise ici. Alors, c'est une densité volumique, donc ça sera ρ fois ce volume-là, le volume du cylindre de rayon grand R et de hauteur h. Bon, comme la distribution est uniforme, ça sera ρ fois le volume d'un cylindre de rayon grand R et de hauteur h, c'est pi r au carré h. Et donc, la charge intérieure va être ρ fois pi grand R au carré fois h. C'est-à-dire que le flux de pi RHE va être égal à ce qu'on vient de dire, ρ pi r au carré h divisé par epsilon 0. On va en sortir E, c'est le résultat, qui est ici, E est égal à ρ r au carré sur 2 epsilon 0 r, ce qu'on va pouvoir écrire de façon vectorielle, puisque le champ, il est porté par petit r, le premier vecteur de la base cylindrique. Alors, vous voyez que ce résultat-là, il ne dépend pas de h. Mais c'est encore heureux qu'il ne dépende pas de h, parce que ce champ-là, au point M, il est créé par cette distribution. Distribution du cylindre infini. Il n'y a pas de h là-dedans. H, c'est quelque chose que nous avons fait intervenir lorsque nous avons défini une surface de Gauss. Mais vous pensez bien que le champ au point E, il ne dépend pas de ce que nous allons choisir comme hauteur. Le champ, il est ce qu'il est. Et donc, c'est tout à fait naturel que ça ne dépend pas de H, heureusement. Alors ensuite, on va voir ce qui se passe à l'intérieur, petit r inférieur à grand R. Donc voici encore la distribution de charge, c'est le grand cylindre. Et cette fois-ci, c'est à l'intérieur de cette distribution que se trouve la surface de Gauss. La surface qui est en bleu, une hauteur h et un rayon petit r. Très bien. Et ici, vous voyez, attends, où est-ce qu'il est le curseur? Ici, vous voyez là, cette ligne, c'est en fait un cercle autour de OZ. Et en ce point-là, ce que je vous disais tout à l'heure, en ce point de la surface latérale, vous voyez que le champ E a la même direction que le vecteur DSL, le vecteur élément de surface. C'est pour ça que le produit scalaire, en fait, c'était le produit tout court. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de cette charge? À l'intérieur de cette surface? Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de cette surface de Gauss? Eh bien, c'est ρ, la densité volumique, multiplié par le volume qui est ici, et c'est pi r au carré h. Mais vous voyez, d'abord ce résultat, on peut le retrouver en écrivant, en faisant le calcul, mais surtout, là, c'est intéressant de vous le montrer, parce que ρ n'est pas toujours uniforme. Imaginez que ρ ne soit pas uniforme. Donc, vous allez dire que Q intérieur, c'est l'intégrale de ρ des taux, et des taux, dans ce cas-là, c'est R de R dV des Z. On est en coordonnées cylindriques. Z varie de 0 à H, ou de moins H sur 2 à plus H sur 2, ça n'a pas d'importance. Phi, enfin un tour complet, donc il varie de 0 à 2π, et R varie de 0 à petit r. Regardez ici, de 0 à petit r, et non pas de 0 à grand R. C'est de 0 à petit r. Bon, ici, ρ ne dépend ni de R ni de Z. Vous faites les différentes, vous calculez les différentes intégrales, et ça va vous donner le fameux pi r au carré h. Donc, le flux qui est égal à, je vous rappelle, 2 pi RH E, il est égal, donc ici,
à la charge intérieure, ρ pi r au carré h, divisé par epsilon 0. On va donc écrire comme résultat l'expression vectorielle de ce champ E. Voilà, ça s'écrit comme ceci. Alors, je suis en train de lire en même temps, oui, qu'il est défini, le champ est défini en tout point de l'espace, en particulier aussi sur la surface de ce conducteur. Oui, je vais vous en parler juste après. Donc, diapositive. On commence par rassembler dans un tableau nos deux résultats, ce qui se passe à l'intérieur et à l'extérieur, voilà. Et on va tracer la courbe E de petit r, c'est-à-dire E en fonction de R. Donc vous voyez, dans le premier intervalle, quand petit r varie de 0 à grand R, le champ varie linéairement. En partant de 0, il monte jusqu'à une certaine valeur. Puis ensuite, il décroît en 1 sur R. Voilà, je vous disais, il va croître jusqu'à une certaine valeur, la valeur qui est ici. Cette valeur, c'est pour petit r égale grand R. Et vous pouvez déterminer cette valeur en regardant soit à gauche, soit à droite. Oui, parce que la fonction, elle est continue. Donc, si je regarde ici à l'intérieur, je vais trouver ρ grand R sur 2 epsilon 0. Si je regarde ici, je remplace petit r par grand R, je simplifie par grand R et je retrouve ρ grand R sur 2 epsilon 0. Voilà, donc ce qu'on disait, c'est que vous voyez bien que le champ, il est défini à la surface du cylindre pour petit r égale grand R, et la courbe donnant E, elle est continue. Ce qui n'était pas le cas pour une distribution surfacique. Vous vous rappelez, à la traversée d'une surface chargée, le champ montrer une discontinuité. La valeur de la discontinuité, de façon générale, elle est égale à sigma sur epsilon 0. Mais ici, non. Le champ, il est continu quand on sort de la distribution volumique pour aller vers l'extérieur. Voilà. Eh bien, je crois que ça termine ce petit exemple du cylindre, exemple extrêmement classique. Donc actuellement, nous avons vu la dernière fois, enfin dans l'autre vidéo, ce qui se passait pour une sphère chargée. Bon, c'était en surface. Ici, on vient de voir ce qui se passe dans le cas d'un cylindre indéfini, mais pour une distribution volumique. Voilà. Et on va s'arrêter là.